Merci d'être avec nous. L'annonce de la journée, c'est le coup de théâtre de Donald Trump qui demande des essais nucléaires dans le climat de course aux armements général qui l'oppose non seulement à la Russie, mais aussi et surtout à la Chine. Regardez l'image à quelques instants seulement. Il revient aux États-Unis après ce long périple asiatique, après cette tournée asiatique. Il est là dans la base aérienne d'Andrews, donc de retour sur le sol des États-Unis d'Amérique. Alain Boer, vous êtes avec nous. Merci beaucoup d'être là. Vous signez ce livre Déclinocène, sauver les humains ou la planète, c'est chez Fayard et ça fait écho à beaucoup des événements que nous sommes en train de suivre. Un premier regard sur cette image, l'activisme de Donald Trump en quelques jours, en quelques heures, la concentration d'événements au Japon, en Corée du Sud, en Chine. Ce président que certains disaient paresseux, brouillon, il travaille énormément. Oui, oui. Il est exactement l'inverse de l'idée qu'on se fait de lui, comme on le dit assez souvent quand on regarde le discours de Trump, la logique de Trump, la rationalité de Trump. Emballé dans sa provocation et sa capacité à exploser tous les cadres, y compris ceux de la politesse, des règles de bienséance, etc., il y a deux Trump. Le Trump qui nous agace et qui nous provoque, et nous ne voyons que celui-là, et l'autre, celui qui fait du business, qui trahit le business, qui, alors il est un peu avec le dossier sur une feuille de papier grande qui rentre dans la poche. Mais c'est le Trump qui sait là où il va, qui a discuté pour savoir ce qu'il devait faire, qui a écouté Marco Rubio sur le Venezuela, Witkoff ou Jared Kushner sur Gaza. Il a son équipe, on en pense qu'on en veut, mais quand il sait où il va, il y va. Et il travaille, et alors il est d'une suractivité permanente, puisque si vous êtes aux États-Unis, ici, vous voyez de temps en temps, dans vos émissions ou ailleurs, la conférence de presse de Trump qui vous intéresse, mais en fait, la conférence de presse est permanente. Oui, c'est une longue conférence de presse. Tout le temps, à la télévision, en général sur Fox ou sur ses réseaux sociaux, et les autres chaînes passent leur temps à commenter la dernière intervention du président sur tout et n'importe quoi. Alors, de temps en temps, il est juste assis avec un intervieweur. Parfois, il est juste à la Maison-Blanche et il raconte un truc. Tout d'un coup, il passe son temps à faire la conférence de presse en vol, ou au sol, ou au golf. Mais c'est une transparence permanente et récurrente. Il est présent tout le temps, il est en campagne permanente. L'énergie, l'incarnation, on sait, Dieu sait, on rappelait hier des images de Roosevelt à l'époque où il était handicapé à la toute fin de la guerre, très diminué. Là, l'état physique d'un président des États-Unis, c'est une donnée capitale. Il a 79 ans et la santé, on ne sait jamais ce que ça peut être le lendemain, mais pour l'instant, il se porte bien. Très bien. Et d'ailleurs, personne n'a réussi à trouver l'argument, l'élément. Et d'ailleurs, il le montre. En fait, il n'a même pas besoin de se réfugier derrière le communiqué de presse de son médecin tous les 3 ou tous les 6 mois. Là, il est là tout le temps. Et d'ailleurs, il bluffe beaucoup des journalistes, même ceux qui ne l'aiment pas du tout. Les coups de théâtre. Commençons par le premier, évidemment. C'est ce qu'il déclare dans Air Force One sur la relance des essais nucléaires. Nous ne faisons pas d'essais et nous les avons arrêtés il y a de nombreuses années. Mais comme d'autres pays en font, je pense qu'il est approprié que nous en fassions aussi. Alain Boer, avec vous, soyons très pédagogiques pour comprendre ce qu'il peut ou veut relancer très exactement. D'abord, il y a la version écrite. On va s'y attarder. Oui. On va s'y attarder, mais la version écrite de ce qu'il dit qui est plus intéressante et qui va permettre d'aller dans la pédagogie. La version écrite, c'est en raison des programmes d'essais d'autres pays, j'ai ordonné au ministère de la Guerre, ancien ministère de la Défense, de commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité. Qu'est-ce qu'un essai nucléaire ? Historiquement... Alors on va s'y attarder, regardez, on a quelques images et vous allez nous aider à le comprendre. Voilà. D'abord, quand on regarde les essais nucléaires traditionnels, ceux des années 50, ceux des États-Unis, voilà. L'essai nucléaire traditionnel, c'est le champignon. Alors faites-nous l'explication de ça d'abord. Alors là, vous êtes dans le désert du Nevada, qui est un des anciens tests historiques, et donc vous allez avoir un essai nucléaire en altitude, qui va se traduire par une explosion. Voilà, vous allez avoir donc plusieurs éléments. D'abord, ce blanc, ensuite le blast, ensuite le souffle, et ensuite la radioactivité. Donc là, on était dans l'essai, ça, c'est l'essai physique. Dans la tête de Donald Trump, c'est l'essai visuel qui est son histoire personnelle comme homme de l'image. Ça, c'est un vrai essai nucléaire. Et qu'on comprenne bien, Alain, ici, on parle d'essai en conditions réelles, c'est-à-dire c'est une vraie bombe avec une quantité réelle d'explosifs. D'explosifs, voilà.
La deuxième phase, c'est le même en souterrain. Alors restons un instant sur les essais réels, si vous voulez. On va vraiment prendre le temps avec vous. Le souterrain est aussi réel. Ne vous inquiétez on n'a pas le champignon. On reviendra aussi sur le souterrain, mais qu'on comprenne bien. La Tsar Bomba, ça c'était la version russe. Qui n'a jamais existé. Soviétique. Mais c'était la triple H, qui s'est réduite à la simple H, et c'est la même chose. Simplement, elle est gigantesque, elle est 3 fois plus puissante, 3 fois plus grosse à la soviétique, mais in fine, ils feront une bombe réduite parce qu'elle leur fait peur à eux-mêmes. Voilà. Est-ce qu'il est vrai qu'à l'époque, l'ampleur était telle que les soviétiques, comme vous dites, en quelque sorte, ont reculé? Ils ont reculé. Ils auraient pu, et ils se sont fait peur à eux-mêmes. Elle était trop grosse et surtout avec 3 technologies différentes, et ils sont revenus à la bombe à hydrogène traditionnelle H, la fameuse bombe H. Et ce type d'essai-là, c'est l'essai que la France a fait aussi, j'imagine, le général de Gaulle à l'époque? Alors d'abord dans le désert du Sahara et ensuite en Polynésie. Et pourquoi ce type d'essai-là aujourd'hui n'est pas refait? D'abord parce que c'est extrêmement polluant, extrêmement radioactif, et 2, on peut s'en passer. Alors on est passé de cet essai-là, le gros champignon, à l'essai souterrain. Alors parlons-en. Les essais souterrains ont été faits aux États-Unis, des milliers. Par 2 opérateurs assez intéressants, le Laboratoire national de Livermore et Science Application International Corporation, qui est une coopérative d'ingénieurs et de physiciens nucléaires, qui sont ceux qui ont fait la première bombe nucléaire. Et ces 2 entreprises, cette institution d'État et cette coopérative, ont monté les outils d'interprétation des essais pour entrer dans ce qu'on appelle la simulation nucléaire, la 3e phase, où il n'y a plus besoin de faire d'essais réels avec des matières fissiles. Mais qu'on comprenne bien, quand il y a des essais souterrains, est-ce que ça peut encore être des essais physiques? Ce sont des essais physiques, toujours. Donc avec de la vraie matière. Ce sont les mêmes. Et d'ailleurs, vous avez un tremblement de terre, donc une indication sismique. C'est comme ça qu'on a su que la Corée du Nord avait fait des essais. C'est comme ça qu'on pense être à peu près sûr que l'Iran en aurait fait au moins un. C'est comme ça qu'on a découvert que le Pakistan s'était doté de l'arme nucléaire. Donc il y a toute une série d'éléments. Et d'ailleurs, on a vu passer des essais au moment de l'interruption des essais en 1996, lors du traité d'interruption des essais nucléaires. On a appris que les États-Unis déclaraient tout d'un coup une 60aine d'essais dont personne n'avait entendu parler, qui étaient des essais pour leurs ordinateurs, afin de passer de l'essai réel à l'essai simulé. Ce que la France a lancé avec Michel Rocard au moment du laboratoire Mégajoule et des ordinateurs massivement parallèles de Jacques Stern, de chez Bull, qui a permis à la France de passer de l'essai réel à l'essai simulé, les 5 derniers ayant été négociés par Jacques Chirac et Bill Clinton pour permettre la transition vers la France de la modernisation de ses armes nucléaires, sans essai ni en plein air, ni souterrain. Dans les essais souterrains, donc en conditions, la matière réelle, est-ce qu'il y a une pollution? Oui, mais elle est contenue par la qualité de la roche, le granit, le choix qui est fait très spécifiquement de l'endroit où on fait ces essais tout-terrain. La 3e phase, depuis 1996, il n'y a plus d'essais ni souterrains ni atmosphériques. Ils sont tous simulés. Mais on continue à avoir des essais sur le vecteur, c'est-à-dire le moteur, sur la capacité du transport, sur la miniaturisation, c'est-à-dire le fait d'avoir des bombes plus petites, même si on n'est pas obligé de mettre de la matière fissile, on met le poids de la bombe pour voir ce que ça peut faire, et surtout pour la mirvisation, c'est-à-dire le fait qu'avec un seul missile, on peut atteindre plusieurs cibles et pas une seule. Par exemple, la France, cette semaine, a mis en place un nouveau missile, le M51.3, qui est un nouveau missile modernisé, mirvisé, nucléaire, mais tous les essais ont été simulés dans un laboratoire dit Mégajoule, avec les ordinateurs massivement parallèles et des outils de très haute technologie qui permettent de revisiter le blast, de revisiter l'éclair, de revisiter le vent et de calculer, suivant le mode d'envoi du missile, l'effet que ça peut avoir et la manière dont ça peut être utile. Quel est évidemment, les Américains, c'est affreux à dire, mais une forme de primauté historique, puisque eux l'ont fait une fois en vrai, Hiroshima, Nagasaki, donc 2 fois en réalité. Quand on revoit ces images, évidemment, qui serrent le cœur, parce que ça faisait tant de morts et tant ça a arrêté la guerre. Et ça a arrêté la guerre. Voilà. Vous êtes de ceux qui pensent que
Il fallait le faire? D'après les archives japonaises, c'est pas moi qui le pense, les archives japonaises montrent que les Japonais avaient décidé de résister jusqu'au bout au prix de centaines de milliers de morts, et chez eux, et chez les Américains qui essayaient de regagner peu à peu toutes les îles pour mettre fin au conflit. Donc il y aurait eu des centaines de milliers de morts chinois, des centaines de milliers de morts russes, des centaines de milliers de morts anglais, américains, éventuellement français, et énormément de morts japonais de toute façon. Les archives militaires du gouvernement militaire japonais étaient sans équivoque. Et d'ailleurs, il n'y a pas de grand débat chez les historiens. Après, le choix d'utiliser cette arme est un choix très particulier, dont les problématiques morales ont été très fortes, y compris chez les physiciens nucléaires, notamment Albert Einstein. Chez d'autres, beaucoup moins, notamment ceux qui étaient à Los Alamos et qui ont vraiment réussi à réduire, le film Oppenheimer le montre très bien, la fameuse boule fissile qui permettait d'être montée sur l'avion, qui permettait d'aller jusqu'à Nagasaki et Hiroshima, avec un choix qui n'était pas bombarder Tokyo pour avoir des interlocuteurs pour faire la paix. Tout ça a été un débat très complexe, mais en tout état de cause, c'est la bombe qui a arrêté la guerre. Aujourd'hui, là, on sait notamment pour la France, le cœur de la dissuasion, ce sont les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Est-ce que cela sert? Évidemment, on ne va pas faire un tir, mais à quel point on s'approche des conditions réelles quand on est dans un sous-marin nucléaire lanceur d'engins? C'est le sous-marin du tir ultime. On a un vecteur aérien, on avait un vecteur terrestre avant, avec un tir sur plateau à Albion, et puis des tireurs en armes nucléaires tactiques. Alors je précise que toutes celles-là sont des armes qui sont faites pour ne pas servir. Ce sont des armes de pure dissuasion. Les autres étaient faites pour servir. Donc nous avions deux types de missiles, Pluton et Hadès, qui ont été arrêtés par le président Mitterrand, parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que pour empêcher une invasion russe, on allait bombarder l'Allemagne, ce qui avait peu de sens, et qui sont issus de la guerre de Corée. Durant la guerre de Corée, qui est le modèle des guerres modernes, la masse ne pouvait être arrêtée que par la technologie. C'est pour ça qu'on est passé à des armes nucléaires de théâtre ou d'usage, alors que jusqu'à présent, l'idée, c'était qu'une fois Hiroshima et Nagasaki, il n'y avait plus besoin de jamais s'en servir. Et d'ailleurs, on ne s'en est plus jamais servi, mais la guerre de Corée a montré à quel point on pouvait être submergé, ce que les Russes et les Chinois ont parfaitement compris, et donc on a inventé cette arme nucléaire tactique qui vient d'ailleurs d'être modernisée, puisqu'en juillet dernier, les Américains ont fait atterrir en Angleterre, sur la base de l'OTAN qui reçoit les convois nucléaires, les nouveaux modules d'armes nucléaires tactiques pour l'ensemble des bases américaines en Europe, c'est-à-dire les 4 ou 5 bases sur lesquelles ces armes sont stockées et modernisées. Dans ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, puisqu'on comprend en vous écoutant qu'ils sont au cœur de la dissuasion, alors je crois que la France en a 4, les Américains 14 ou à peu près. Alors ça dépend, parce qu'il y en a en grand carénage, il y en a des nouveaux, mais enfin on va dire une vingtaine. Est-ce qu'ils se valent? Au fond, est-ce que d'un point de vue de l'efficacité, les principales puissances, en tout cas les 5 grands du Conseil de sécurité de l'ONU, se valent? Non, d'abord parce qu'une partie de cette flotte est ancienne et que les missiles sont anciens. C'est pour ça que je fais référence au M51-3 qui est moderne. Ensuite, parce qu'on est passé de missiles à portée relative avec une seule cible à la fois et qu'on ne pouvait pas tirer dans toutes les conditions, à des missiles de plus grande portée, plus de cibles, plus de capacité destructrice et plus de capacité d'envoi, même dans des conditions dégradées. Donc la France est en train de moderniser rapidement et massivement sa flotte, alors pas en nombre de sous-marins, puisque même s'il y en a 4, bientôt 5, il n'y en a toujours que 2 et plus rarement 3 en pleine mer en même temps. Ça a toujours été un débat de l'ampleur de la flotte. Les Anglais en ont 2, je crois, mais ils ne contrôlent pas totalement la décision de tir, puisque une partie de leur armement nucléaire est louée aux États-Unis et contrôlée en fait par les Américains. Les Américains ont une flotte plutôt moderne, mais qui s'étale sur à peu près désormais des années 80 à 2023, je crois le dernier. Donc, je crois que c'est une classe Los Angeles le dernier, mais c'est à vérifier. Et puis, les Russes ont une flotte plutôt ancienne qu'ils essayent de moderniser avec beaucoup de difficultés. Les Chinois ont une flotte de plus en plus moderne, qui accélère, puisque selon l'US Navy, l'ensemble de la flotte russe est désormais l'ensemble de la flotte chinoise militaire est désormais supérieur à la flotte américaine, plus moderne,
plus rapide. Alors, ils ont eu un gros accident de sous-marin, puisqu'il y en a un qui a coulé dans son port de construction au moment de la mise à l'eau. Donc, quelqu'un avait dû laisser une fenêtre ouverte. C'est la blague qu'on se raconte chez les marins. Mais elle est en train de rattraper massivement son retard. Et le président Trump, dans l'avion, dit lui-même: ils sont très en retard, mais d'ici 5 ans, ils nous auront rattrapés. Et c'est assez juste. C'est aussi la projection de l'US Navy devant le Congrès. Qu'est-ce qu'on sait de l'état de développement des armes russes, notamment le Poséidon? Les dernières heures, Vladimir Poutine a fait un certain nombre de déclarations sur le Bourevestnik, sur le Poséidon en particulier. Alors, il le présente, le Poséidon, comme la torpille capable de provoquer un tsunami nucléaire. Il a présenté tout ça entre 2016 et 2018. L'avant-garde, le Poséidon, l'Oreshnik, j'arrive pas à dire l'autre. Le Bourevestnik. Bourevestnik, voilà, les oiseaux fous. Il y a le Zircon, le Sarmat, on a toute une série de développements. Et en fait, jusqu'à présent, de 2016-18 à maintenant, tous les essais ont échoué. Tous, sans exception. Le seul qui a réussi à faire un essai, c'est le Zircon et le Kinjal, mais qui sont des armements d'une autre nature. C'est du missile ordinaire sur lequel on peut mettre éventuellement ce qu'on veut, un peu comme un drone. Le seul qui est vraiment intéressant, les deux seuls qui sont intéressants, c'est le Bourevestnik, pas en tant que tel. C'est un missile extraordinairement long, parce que comme le dit Vladimir Poutine, il a volé 14 heures pour faire 12 000 kilomètres. C'est-à-dire qu'il aurait pu être intercepté 15 fois avant d'arriver à destination. Donc on ne voit pas l'intérêt. Le seul intérêt, c'est un intérêt technologique. C'est le moteur nucléaro-mécanique. Ça, c'est une avancée technologique, mais le missile en tant que tel n'a aucun intérêt. Il fait rire tout le monde, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on l'appelait souvent le Tchernobyl volant, pas pour nous faire peur, mais parce qu'il ressemble un peu à l'équipement de Tchernobyl, c'est-à-dire qu'il peut exploser à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, il a explosé en radioactivant une partie d'une zone rurale, enfin d'une zone de la Russie, avec des taux extrêmement élevés. Donc, quand il a été essayé en version réelle en 2013 ou 14, ça a donné de très, très mauvais résultats. Le deuxième est beaucoup plus inquiétant. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Poséidon, c'est celui dont il faut vraiment avoir peur. Beaucoup de gens me disent qu'il n'y a pas d'éléments montrant que les essais ont été réussis. Alors, la plupart des essais ont effectivement raté, sauf un, en 2021, qui a été parfaitement identifié par les services militaires norvégiens, mais ils sont à côté, donc on va considérer qu'ils étaient plus proches, et qui eux-mêmes disent: pour une fois, ce truc-là, c'est pas seulement de la fumée, c'est pas seulement de l'effet de l'annonce, c'est pas seulement pour nous faire peur. Il se passe quelque chose sur cette torpille. Hein, c'est pas un drone, c'est une grosse torpille qui peut aller relativement vite, qu'il est très difficile d'intercepter et qui peut faire de gros dégâts à la fois en explosant près des côtes, parce qu'elle provoque des effets de radioactivité sur l'ensemble de la surface, sur la pêche, sur la vie, et aussi en provoquant un éventuel tsunami. Donc celui-là, il faut le voir d'une autre manière que les autres. Tous les autres ont échoué, ne donnent pas des résultats, sont très lents, très gros, très lourds, seront peut-être intéressants dans quelques années. Là, je parle pour le moteur nucléaire. Le Poséidon, c'est une autre paire de manches. Est-ce que tout ça est parable ou non? Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, quel que soit d'ailleurs celui qui tire, beaucoup de spécialistes ont l'air de dire la sûreté de la parade est très faible. Oui, c'est vrai. En fait, tout ce qui est hypersonique est quasiment imparable. Même le dôme d'or qui devrait remplacer le dôme de fer, les estimations, c'est que ça coûte 1 000 milliards de dollars pour un taux de réussite à 90%, comme nos amis israéliens ont un taux de réussite à 90% pour tout ce qui est missiles balistiques. Et alors hypersoniques, ils n'en ont pas eu, mais on voit bien ce que sont les problématiques d'ensemble. Et par exemple, les petits drones Shahid, le bricolage, lui, arrive à passer. C'est une partie du problème, parce qu'il y en a énormément. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est qu'en fait, tous les experts se disent, mais en fait, pourquoi faire? Parce que de toute façon, si on envoie un missile hypersonique, et même s'il passe, la riposte va être la fin du monde. Donc en fait, on revient dans la dissuasion classique, même si on donne l'impression d'essayer d'en sortir. En réalité, quand on vous entend, on comprend bien que la seule vraie clé de la dissuasion, c'est qu'on se dit personne ne voudra tirer le premier. Non, si on tire le premier, on n'y survivra pas non plus. C'est ça, donc voilà, tout le monde y passe. Donc ça ne sert à rien. Donc il y a deux aspects, la folie.
je tire parce que j'en ai un à faire, ce qu'on appelle le complexe de Masada ou le syndrome de Masada. Je meurs, mais tout le monde meurt. Bon, on n'est pas arrivé dans cet état-là. Et moi, je crois à la rationalité, même des dictateurs ou des fous. Et je pense qu'il y a une rationalité très importante, c'est Vladimir Poutine. Il y a aussi l'interdit de Xi Jinping, parce que s'il y a une seule chose qui a toujours été très claire chez les Chinois, pas d'usage de l'arme nucléaire. Et Xi Jinping le répète régulièrement à Poutine. Je ne serai pas avec toi si. Tactique ou stratégique. Ça a toujours été un point de vue très clairement exprimé, publiquement et en privé, par les Chinois. Et puis, la deuxième partie, elle est que les Américains ont les moyens, s'ils voient arriver un missile hypersonique, même un missile hypersonique qui transpercerait les défenses américaines, de riposter en détruisant intégralement la Russie. Et cependant, évidemment, les propagandes en font un instrument majeur. Écoutez, c'est le président de la Douma, donc président du Parlement russe, alors qui est là dans le côté très très acteur studio à l'extrême, en disant « Inclinez-vous le président Poutine qui détient le Poséidon dont on vient de parler ». Personne ne croyait au Burevestnik. Le président y croyait. La création du Burevestnik a permis de tester Poséidon. Cette arme n'a pas d'équivalent. Le président a accompagné la réalisation de ce projet du début à la fin. Nous constatons l'amélioration de la capacité de défense du pays. Et aujourd'hui, ceux qui nous nuisent doivent se préparer à s'incliner devant notre commandant en chef suprême pour que la Russie n'utilise pas ses armes avec une charge nucléaire. Voilà, évidemment, là, c'est la dimension de propagande que... Oui, il y a mieux sur la chaîne, la première chaîne de télévision. On a les images en IA... Paris bombardé, Londres, Marseille. Comment est-ce que vous analysez la différence de ton entre ce que faisait la Russie soviétique, qui avait un ton extrêmement différent, et ce que fait la Russie de Vladimir Poutine aujourd'hui, dans ce domaine-là ? D'abord, ils ne sont pas dans la même situation. La Russie soviétique, l'URSS, c'était l'équivalent des États-Unis dans une logique de domination impériale, chacun ayant sa partie du monde. Et le Yalta était passé au milieu et chacun s'occupait chez soi. Et puis de temps en temps, on se faisait un petit coup d'État. Mais par procuration. Voilà. Bon. Là, on est dans une situation où l'URSS s'est effondrée. Et en fait, la nostalgie impériale est devenue un vrai sujet à cause de notre total manque de clarté dans la gestion de la fin de l'URSS. Alors, nous avons eu 10 ans exceptionnels, 89-99. Jusqu'à la guerre de Yougoslavie, on a été très bons. Ça, c'était bien. Oui, parce que chacun respectait la règle. Nous avions un accord, pas un centimètre à l'Est. Le deal, c'était l'économie de marché, le libéralisme. On pouvait s'entendre, on pouvait dialoguer. D'ailleurs, Arbatov, l'ancien vice-président de la Douma, après l'invasion de la Yougoslavie, dit tout est fini entre nous, mais on y a cru pendant 10 ans. Et on va pas refaire toute l'histoire, mais je souligne le fait, ça montre votre objectivité, que vous êtes de ceux qui disent les Occidentaux ont aussi commis un certain nombre d'impairs et plus que ça de fautes. Ils n'ont pas à partir du moment où Bill Clinton décide de bombarder la Serbie, il rompt le lien de confiance avec une Russie qui voulait créer une Eurasie, qui voulait s'ouvrir à l'Union européenne. Mikhaïl Gorbatchev disait même on va adhérer. Pourquoi pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, à ce moment-là, les Russes rentrent. Le Premier ministre Primakov, qui est d'ailleurs né à Kiev, est en route pour Washington et New York, avec un plan de paix pour la Serbie. Il reçoit un coup de fil du Conseil à la sécurité nationale de Clinton. Il dit, écoute, Evgeny, non, c'est pas la peine de venir. On va commencer à bombarder ce soir. On a bombardé 99 jours. Primakov fait demi-tour. Oui, il rentre sur à Moscou. l'Atlantique, il convoque sur l'océan Atlantique. Oui, il convoque le Conseil de sécurité avec un jeune secrétaire qui s'appelle Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui est l'homme qui assiste les agents américains pour le démantèlement des ICBM. Il le raconte lui-même dans une conférence hallucinante. « Non, mais moi j'y étais, on démantelait les ICBM, on s'entendait bien, c'était super, on allait se faire une petite bouffe à la fin, etc. » Et il dit, et Primakov, il dit « Tout est fini. Tout est fini. » 1999. Tout est fini. Pendant 50 ans, nous avions cru que nous étions les méchants et qu'ils étaient les gentils. Nous sommes les mêmes. Désormais, la confrontation entre la Russie et l'Occident est ouverte. Alors ça, Arbatov écrit le livre pour dire « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous venez de faire ?» Et on ne s'en rend pas compte. Jusqu'au moment où, d'une montée en puissance jusqu'à la conférence de Munich, Vladimir Poutine dit « Écoutez les gars, alors on va vous expliquer. Les interdits sont toujours les mêmes. Les 3 interdits absolus. Kaliningrad, la Géorgie et l'Ukraine, pas touche.
Tout le reste, on discute, on s'en fout. Les Tchèques, les Slovaques, les Polonais, bon, tout ça, on a compris, ils nous aiment pas. On les aime pas non plus, d'ailleurs. Avançons, on va pas faire toute l'histoire, mais mais ce qui est intéressant, c'est que ça crée ce moment de réarmement qui commence en 1997. Et vous avez raison, tout ce que nous vivons, avec une partie de faute donc des Occidentaux, et ça vous le soulignez très bien. 25 ans de préparation à la guerre des Russes. Cela étant, aujourd'hui, ce régime-là, aussi évidemment sa part écrasante de c'est eux qui ont envahi l'Ukraine. Ils ont envahi l'Ukraine, voilà, qui vient. Aujourd'hui, le risque de l'aventure, d'après vous, le risque qu'ils aillent plus loin que ce qui soit raisonnable, même si déjà on est sorti du raisonnable. Vous connaissez ma position, c'est je lis avec beaucoup d'attention ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent. Ensuite, je regarde ce qu'ils font, et jusqu'à présent, ils ont toujours dit ce qu'ils faisaient et fait ce qu'ils disaient. La position de Vladimir Poutine est toujours la même depuis le début. Je veux le petit bout de Donetsk que je n'ai pas eu. Parce que je l'ai intégré dans la Fédération de Russie, je ne reviendrai pas en arrière, et tant que vous ne me donnez pas le petit bout de Donetsk, j'arrêterai pas cette guerre. Quand Donald Trump a en Corée du Sud dit « je te donne tout », bon, allez, oublie ce petit machin, chacun reste sur ses positions, on découpe l'Ukraine, on fait un Yalta intérieur, on la neutralise, on trouve une solution, tout va bien, et que Poutine le refuse, même Donald Trump est très surpris, parce que ce petit bout de Donetsk, qui est aussi militarisé que Verdun à la fin de la guerre 14-18, vous imaginez, c'est un camp militaire structurel, eh bien, Poutine ne peut pas admettre de ne pas avoir le petit bout de Donetsk. Une fois qu'il aura eu ça, la question c'est, veut-il s'étendre ailleurs ? Je pense qu'il veut beaucoup finlandiser, mais tout ce que l'OTAN a, tout ce qui est déjà en position de l'OTAN, il ne veut pas que l'OTAN se retire. C'est pas ce qu'il demande. Il veut Kaliningrad, la Géorgie et l'Ukraine. Quel est le risque de dérapage nucléaire aujourd'hui ? Rappelez-vous ces archives où Nixon dit c'est pas forcément les très grandes puissances, c'est une puissance moyenne qui peut faire mal tourner les choses. Quel est le scénario ? C'est vrai, entre l'Inde et le Pakistan, c'est toujours limite. C'est une possibilité pour Israël en cas de risque majeur. Israël qui n'est pas vraiment, mais qui est quand même une importante puissance nucléaire à la base de Dimona. C'est possible, malheureusement, pour la Corée du Nord, qui pourrait... Alors, elle ne fait rien vraiment sans l'autorisation de Pékin, mais Pékin, de temps en temps, se plaint de quelques libertés que prend le régime Kim. Et donc, chacun de ceux-là est en situation, pour des raisons totalement locales, d'une guerre nucléaire limitée, mais qui pourrait avoir, hélas, des conséquences plus larges. Et puisque vous parlez de la Corée, regardez cet extrait du film House of Dynamite. C'est un film qui fait cette hypothèse-là, d'une attaque qui est là en écho à un livre qui a un très grand succès, le livre de Jacobson, ancien journaliste du Los Angeles Times, qui est très intéressant parce qu'il prend le scénario du pire du pire. Enfin, c'est intéressant de l'examiner parmi toutes les possibilités. Il y a environ 3 minutes, nos radars ont détecté un missile balistique au-dessus du Pacifique. La trajectoire actuelle est cohérente avec un impact quelque part sur le territoire des États-Unis. On a déjà vu un niveau 2 ? Non. On est sûr de ça ? Le Stratcom veut l'ordre de déclencher un tir de représailles. Il va falloir que vous respiriez. On parle d'arrêter une balle avec une balle. Alors on joue à pile ou face, c'est ça ? On a investi 50 milliards de dollars pour un gadget ? Tu sautes dans la voiture et tu quittes la ville. Si nous ne prenons pas de mesures pour neutraliser nos ennemis sans attendre, nous allons perdre la possibilité de le faire. Alain Bauer, arrêtons-nous à ce scénario, parce qu'encore une fois, il y a le scénario de l'équipe de la terreur qui continue et tout le monde est heureux, si j'ose dire, et il y a le scénario de l'engrenage. Et évidemment, le scénario du pire du pire. Annie Jacobson, son scénario, c'est... Elle est allée voir beaucoup de généraux, elle a fait un vrai travail de journaliste sérieux. C'est pas... C'était une discussion avec vous, d'ailleurs. Voilà, absolument. Et première, son hypothèse de départ, c'est un tir de la Corée, qui serait le pays fou, en l'occurrence, qui est sur les États-Unis. Les États-Unis qui ont de la peine à se décider, ça dure très longtemps, ils ont beaucoup de peine à se dire qu'est-ce qu'on fait, c'est la partie la plus invraisemblable du livre et du scénario. Vous direz dans le détail, et puis finissent par tirer massivement en direction de la Corée du Nord et la Russie qui, dans le doute, voit ses missiles arriver. Poutine n'a pas les hésitations dans leur scénario du président américain de ce moment-là, Trump ou un successeur, et lui, il riposte et c'est l'apocalypse. Quel est le risque, disons, de ce pire du pire d'après vous ? Alors, le problème d'un missile, c'est qu'il faut identifier. Or, aujourd'hui, avec un certain nombre de missiles, l'identification du tireur n'est pas garantie. C'est le premier problème.
C'est-à-dire qu'il est possible désormais, avec les moyens, j'allais pas dire rudimentaires, mais quand même relatifs, de tirer, alors pas de Corée du Nord, mais disons vers les côtes, un vaisseau de la flotte fantôme, qu'il soit russe, chinois ou n'importe quoi, tirerait un missile à tête nucléaire, ou en tout cas radioactive, vers les États-Unis. Le temps de réaction est très court, c'est pour ça que je dis que toute la partie blabli, blablo, on le fait pas, n'existe pas, même pas en rêve. Il faut aller voir Cheyenne Mountain, hein, c'est pas loin de chez moi, quand je suis aux États-Unis, vous voyez qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de doute, il y a des temporisations très précises. En 3 minutes, cette question est résolue, pas en 3 heures. 2, si l'identification est possible, Corée du Nord, d'abord on prévient Pékin. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est une rupture du machin? Et c'est Pékin qui, le premier, va dire on va se mettre d'accord. Pékin appelle Moscou pour dire attention, c'est pas une attaque générale, c'est pas la fin du monde, c'est Kim est devenu dingue. Et une fois que tout ça est fait, c'est fait. Tout ça dure entre 3 et 5 minutes. Parce que tous les systèmes sont faits pour que tout le monde se parle, pour éviter ça. C'est le seul truc qui fonctionne tout le temps, quoi qu'il arrive, et même quand ils se détestent cordialement. Maintenant, si on n'arrive pas à identifier le tireur, mais sur qui on tire? C'est ça la question aujourd'hui. Et les faux pavillons, la capacité... Aujourd'hui, vous avez des drones de cartels qui attaquent des centres de police, qui attaquent des unités militaires, qui abattent des hélicoptères et qui sont des drones dont on ne sait pas d'où ils viennent et qui sont des shahid iraniens qui sont tombés du camion. Nous sommes dans cette phase très compliquée de la modernisation absolue d'arsenaux d'acteurs non étatiques capables de déclencher quelque chose. Et vous aviez eu un film français très intéressant où un sous-marin hésite à lancer une contre-mesure où il y a un débat très je sais pas quoi, radeau noir, bateau noir, je sais plus. Je peux pas vous aider là. Mais il faut le revoir, qui montre les doutes qui peuvent exister quand tu ne sais pas qui a tiré et sur qui à qui tu dois répondre. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, c'est pas tellement la capacité de réponse, c'est pour ça que la partie du scénario est assez étrange. Mais par contre, le même scénario avec un acteur non identifié pose de vrais problèmes parce que si on ne peut pas l'intercepter, donc il faudrait déjà qu'il soit hypersonique, hein, ce qui déjà réduit quand même le nombre d'acteurs potentiels, mais voilà. La dimension de paranoïa réelle, Gorbatchev raconte que ces vieux messieurs du Kremlin, à l'époque c'est des octogénaires, etc., plutôt raisonnables, malgré qu'ils soutenaient un régime de fer, mais enfin... pensaient vraiment que les Américains allaient les attaquer. On y a échappé de justesse en 1983. Hein, il y a un lieutenant-colonel russe qui n'a pas appuyé sur le bouton. Pendant des exercices de l'OTAN, il y a eu une tempête et donc les radars soviétiques, visiblement pas bien réglés, ont confondu une tempête magnétique avec une attaque massive de missiles. Il n'a pas obéi aux instructions, il n'a pas respecté le protocole et on ne se parlerait pas s'il ne l'avait pas fait. Donc, le risque n'est pas nul de l'erreur. Ah oui, l'erreur humaine est un problème majeur. L'erreur humaine dans le respect des ordres de tir, l'erreur humaine dans le disrespect des ordres de tir, mais surtout, désormais, c'est l'erreur d'identification, parce qu'on n'a pas totalement la capacité d'être sûr du drapeau d'origine. Et vous avez même d'autres scénarios où un clan dissident prend le contrôle du Kremlin parce que le Kremlin était trop démocratique. Vous avez eu quelques aventures de Jack Ryan de ce genre à la télévision et dans les romans. On a beaucoup d'interrogations et ces interrogations ne sont pas que de la fiction. Ce sont des interrogations qui font l'objet de scénarios très sérieux qui sont traités par les armées. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle l'information principale. Donc c'est cette demande faite par le président Trump d'essais nucléaires dans le climat de course aux armements général. Cette menace ou disons ce rappel de puissance s'adresse aux Russes, il s'adresse aussi et surtout aux Chinois. Et on va y venir maintenant puisque tout ça a lieu après une visite très spectaculaire, très longue, très complète en Asie, avec des étapes importantes, Corée du Sud, Japon et maintenant Chine. Écoutez l'échange. Quand je dis échange, je suis un peu ambitieux. C'est surtout Trump qui parle en l'occurrence à cette poignée de main. Merci. Je suis très heureux de vous revoir. Je suis aussi ravi de vous revoir.
Et je suis convaincu que notre réunion sera très fructueuse. C'est un négociateur très coriace, ce qui n'est pas bon signe. Nous nous connaissons bien. Alain Bouer, on comprend que tout ce qui précède est beaucoup destiné à Xi Jinping. Pour les deux. En fait, le grand rêve de Donald Trump, c'est de déconnecter la Russie et la Chine. Il pense que c'est la plus grande erreur de Joe Biden. Et alors, sur ce terrain-là, on ne peut pas vraiment lui donner tort. Que la manière dont le dialogue avec les Chinois, le pivot qui a été imaginé par Barack Obama, qui est le premier à dire notre ennemi commercial et militaire et impérial, c'est la Chine. En fait, la Russie était laissée pour compte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce phénomène de réaction généralisée de la Russie qui dit « nous ne voulons pas disparaître ». On est encore là et d'ailleurs, on va vous montrer qui on est. Donc ces éléments-là se cumulent et donc la difficulté aujourd'hui pour Donald Trump, c'est de trouver un moyen de résoudre un problème domestique, les producteurs de soja. Parce que Donald Trump commence toujours par les problèmes locaux. Ensuite, un problème global qui est les terres rares et le blocus chinois sur les terres rares. Et ensuite, un problème plus global, déconnecter la Chine de la Russie pour arriver à un deal avec la Chine qui permettrait d'affaiblir la Russie et de régler le problème, comme il l'a fait avec l'Inde ou le Brésil, pardon, en trouvant les moyens d'arrêter les importations de gaz et de pétrole. La compétition, restons sur la compétition. Alors, nucléaire, militaire, économique, où en est-elle d'après vous quand on voit à tous égards? Est-ce que la Chine est en train de rattraper les États-Unis? Non, elle l'a dépassé. Dans quel domaine? Tous. Sur les 64 niveaux essentiels des activités souveraines, les États-Unis étaient 60 sur 64. La Chine est désormais 57 sur 64. Est-ce que vous n'exagérez pas? Quand on voit ne serait-ce que les ogives, pour l'instant, on voit bien qu'en termes d'ogives nucléaires, les États-Unis ont une avance. On voit qu'en termes de masse du budget militaire... 5000 vieilles ogives, et les Chinois en sont passés brutalement de 200 à 600 nouvelles ogives pour passer à 3000. Quand les Américains construisent un porte-avions, il leur faut 12 ans dans un chantier. Les Chinois ont besoin de 6 ans et ils ont 2 chantiers. Si votre analyse est vraie, c'est terrible pour le camp occidental. Si c'était que la mienne, on pourrait se dire... Il se peut que vous ayez raison, ça peut arriver. Non, il se trouve malheureusement que c'est le document de l'US Navy devant le Congrès. Vous avez une très bonne étude des gens extrêmement bien, que je recommande, de grands continents, qui viennent de sortir un document. La Chine était en train de dépasser les États-Unis, le grand décrochage, et qui reprend une synthèse exceptionnelle de... Partout où les Chinois ont passé temps. Et ce n'est pas 1 point, 2 points, 10 points. 57 sur 64. Si c'est vrai, c'est un bouleversement des esprits qui est terrible. Parce que nous vivions quand même les plus anti-américains d'entre nous, vivaient avec cette arrière-pensée que s'il y a des problèmes, les Américains peuvent nous aider, en gros. Oui, ils peuvent toujours. Ils peuvent toujours. S'ils ont envie. Mais vous avez pu noter que ce n'était pas vraiment leur préoccupation essentielle. Si vous nous dites que la plus grande dictature de la Terre, maintenant, est la plus puissante, c'est quand même très embêtant. Oui. Mais en même temps, le nouveau plan quinquennal présenté par Xi Jinping juste avant, est très étonnant. Parce qu'il reprend une doctrine maoïste du piano. Et c'est la première fois que le pouvoir central dit « Ah oui, mais nous sommes la main, mais les doigts doivent être autonomes. » Et pour quelqu'un d'aussi centraliste que Xi Jinping, qui en est à sa 27e purge des armées, vraiment une reprise en main permanente du pouvoir dans le parti et dans le pays, l'idée d'un retour à une certaine autonomie régionale du fait d'une très importante crise démographique, d'une crise gérontographique et d'un début de crise sociale en termes d'emploi et une crise financière majeure due à des hyper-investissements tout à fait non productifs et de l'hyperspéculation, à une importante banque clandestine à l'intérieur de la Chine. C'est un pays un peu bizarre de ce point de vue-là. Il y a un moment qui est en train de se passer, là, il y a une sorte d'interrogation. Donc en même temps, il a besoin de montrer sa puissance extérieure, mais il a quand même dealé avec Donald Trump. 1 an sur les terres rares, sur ça de prix, parce que pour l'instant on n'était à rien. Le soja, ce qui est important pour Donald Trump, et l'idée que le vrai problème, c'est de ce dont ils n'ont pas parlé. Peu de l'Ukraine et pas du tout de Taïwan. Ce qui veut dire qu'à la fin, on risque d'avoir une Ukraine découpée en morceaux avec un deal final avec Vladimir Poutine, parce qu'il n'a vraiment plus les moyens, et que le Premier ministre russe
et le ministre des Finances et Mme Nabiulova, ma gouverneure de banque centrale, qui elle mérite un prix Nobel pour avoir sauvé l'économie russe, on a dit il n'y a plus d'argent pour financer la guerre. Nous n'avons plus assez d'argent pour financer la guerre. Donc il faut bien ça que ça s'arrête. Et une capacité de négociation avec la Chine pour trouver une solution en termes d'économie, parce que c'est quand même un enjeu majeur. Donald Trump, il a 7 000 milliards de dollars à trouver pour financer son déficit. Alain Bauer, les Américains peuvent-ils se laisser faire s'ils devaient être dépassés, comme vous le dites, ou s'ils le sont déjà, comme vous le dites, par les Chinois? Regardez ce clip, il est très bien fait, très intéressant. Alors, il est bien fait, oui, c'est de la propagande évidemment, mais bien fait. En quelques heures, l'équipe de Trump a composé ce clip sur la puissance américaine, la démonstration de puissance des dernières heures avec les F-35, avec le porte-avions. C'est un grand honneur d'être ici. Je suis ravi de me trouver parmi des milliers de patriotes américains. L'alliance précieuse entre les États-Unis et le Japon est l'une des relations les plus remarquables au monde. En tant que commandant en chef, je n'oublie jamais que notre force ultime ne vient pas de l'équipement. Elle vient des hommes et des femmes qui composent nos troupes. Aucun ennemi n'oserait même rêver de menacer la marine américaine. Personne ne nous arrive à la cheville. Alain Bauer, quand on voit ça... Il n'a pas dansé, il n'a pas chanté. Non, c'est vrai. Est-ce qu'ils se laisseront faire? Moi, je suis frappé de voir quand on demande aux Américains, par exemple, si un jour le siège de FMI sera à Pékin, comme le voudrait leur statut. Si l'économie chinoise les dépasse, ils disent jamais. Non, ils ne se laisseront pas faire, mais le fait de ne pas vouloir se laisser faire n'empêche pas de se faire dépasser. On peut provoquer une guerre. On peut provoquer une guerre. Ils l'ont fait en Irak. La démonstration de puissance de l'armée chinoise que j'ai expliqué chez vous fin août est un élément qui montre que les Chinois ont compris qu'il y avait désormais, eux, avaient la masse et la technologie. C'est plus l'équilibre, c'est le dépassement. Et le dépassement, il a eu lieu. Là, si une guerre avait lieu aujourd'hui, je sais qu'il y a des simulations qui sont faites, notamment par l'armée américaine, très complètes. Si une guerre avait lieu aujourd'hui, par exemple pour défendre Taïwan, qui gagne? Il n'y aurait pas de guerre pour défendre Taïwan. Et s'il y a un affrontement? Il n'y aura pas d'affrontement. Non, mais un affrontement entre les Chinois et les Américains, en l'état des puissances. Il n'y aura pas d'affrontement entre les Chinois et les Américains. Attendez, ne vous mouillez pas trop. Quand Donald Trump dit « nous n'avons même pas parlé de Taïwan », pas plus que d'autres sujets dont il faudra qu'on reparle un jour, c'est un signal. Oui, mais il y aura un successeur. Trump aura un successeur. Enfin, l'histoire est longue. Tôt ou tard... Les Chinois ont fait la démonstration que la flotte américaine ne survivrait pas à l'arrivée dans le détroit de Taïwan. Et ensuite, c'est un point de vue militaire, c'est pas le mien. En termes d'affrontement, l'histoire est faite de puissances qui s'affrontent. Voilà, c'est l'histoire des peuples. Si une fois, un jour, au-delà de Taïwan, qu'on se comprenne bien, a lieu un affrontement entre la Chine et la Russie, en l'état des puissances, entre la Chine et les États-Unis, qui domine. C'est intéressant parce que la vraie volonté de la Chine, c'est l'étouffeur ottoman. C'est une fois qu'on a bien calé, on finit l'ennemi russe. Et d'ailleurs, Staline avait bien compris, parce que lui, il voulait nucléariser la Chine. Lui, au moins, il était cohérent. Il disait notre vrai ennemi, c'est là-haut, c'est pas de l'autre côté.